à cette séance et merci d'avoir accepté de présenter dans cet axe. Alors, Pierre-Yves Testenoir va nous présenter une communication intitulée « Métriques comparées et statistiques textuelles. Pourquoi lire les écrits de Saussure sur la versification aujourd'hui ». Alors, Pierre-Yves Testenoir est maître de conférences en sciences du langage à Sorbonne Université et est membre du laboratoire Histoire des théories linguistiques. Ses recherches portent sur l'histoire des idées linguistiques à l'époque contemporaine. Il s'intéresse en particulier à la pensée saussurienne, à l'interface entre linguistique et poétique et aux théories de l'écriture. Il est l'auteur de la première édition d'un corpus important de manuscrits d'anagrammes de Ferdinand Saussure, intitulé Anagrammes homériques, et d'une monographie sur le sujet intitulée Ferdinand de Saussure à la recherche des anagrammes, publiée chez Lambert-Lucas. Il a publié et dirigé de nombreux travaux sur la pensée de Saussure et sur sa réception. Alors, la parole est à vous, Monsieur Testenoir. Merci. Je voudrais d'abord remercier donc Éric Trudel et les organisateurs de l'invitation. Alors, on m'a demandé d'intervenir sur les écrits dits authentiques de Saussure et j'ai choisi de parler de ce que j'appelle ici donc les écrits sur la versification ou les écrits poétiques, car il me semble important de bien montrer que les écrits manuscrits de Saussure ne se limitent pas à ce que l'on connaît le plus, c'est-à-dire les écrits de linguistique générale qui ont été popularisés par l'édition de Gallimard, mais qu'il y a d'autres écrits évidemment qui présentent un intérêt. C'est ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui avec ces écrits sur la versification. Alors, le plan de ma présentation, le voici. Dans un premier temps, je vais essayer de balayer rapidement les différents travaux de poétique ou de travaux sur la versification qu'on trouve dans le corpus saussurien. Et ensuite, j'essaierai de dégager quelques constantes entre ces travaux, quelques lignes de force. Et enfin, j'envisagerai une contribution qui est méconnue de Saussure au domaine qu'on appelle celui de la métrique comparée. Alors, on distingue dans le corpus saussurien, on peut distinguer 5 recherches que Saussure a menées sur la versification. Une première qui date des années 1888-1889, c'est une recherche que Saussure mène pour une communication qu'il fait à la Société linguistique de Paris sur la métrique homérique et en particulier sur un phénomène qui est le phénomène de la diérèse dans la métrique homérique, à savoir la coïncidence entre une fin de mot et une fin de vers, qui est un phénomène peu étudié dans ces vers, et pour lequel il établit, vous le voyez sur les manuscrits, une statistique où il compte en fait pour chaque chant le nombre de diérèses sur chaque pied. Il aboutit en fait à, alors je vais prendre simplement la fin de sa communication, à ce constat. On constate que le fait bizarre que le nombre des vers où le premier pied finit avec un mot est dans chaque chant en raison inverse de ceux où le quatrième pied finit ainsi. Quand le premier chiffre dépasse 52,5%, l'autre tombe au-dessous de 61,5% et réciproquement sans exception. Second ensemble parmi les manuscrits de Saussure qui portent sur la versification, c'est les manuscrits qui sont liés à un cours sur la versification française que Saussure donne entre 1900 et 1909 et qui ont été récemment publiés par Francis Gandon sous le titre « Choquant d'harmonie », qui sont des manuscrits un peu hétéroclites qui réunissent des éléments assez différents. Troisième ensemble, ce sont les manuscrits sur le vers saturnien qui date des années 1906-1909, un ensemble assez important où Saussure s'intéresse donc à la métrique de ce vers, qui est le plus ancien vers de la métrique latine, qui est assez obscur, et où il développe une hypothèse selon laquelle ces vers seraient structurés par ce qu'il appelle une parité phonique, c'est-à-dire le fait que les vers seraient composés par un nombre pair de phonèmes dans chaque vers. Et donc, voilà, c'est des manuscrits où il vérifie cette hypothèse de cette parité phonique. Quatrième ensemble, c'est les manuscrits sur le Rig Veda. Là aussi, c'est un corpus très important. On a environ une vingtaine de cahiers où vous voyez, c'est le même principe. Ce sont des manuscrits de statistiques où Saussure compte dans les stances du Rig Veda les phonèmes pour vérifier cette même hypothèse de la parité phonique. Et enfin,
cinquième ensemble, évidemment le plus connu et le plus important, c'est les manuscrits d'anagrammes. Vous savez sans doute qu'il y a une centaine de manuscrits, enfin de cahiers d'anagrammes, dont une partie seulement a été publiée. Et dans ces écrits, Saussure développe une autre hypothèse que celle de la parité phonique, qui est l'idée selon laquelle les vers seraient composés selon un thème qui structurerait donc les vers grecs et les vers latins. Je renvoie aux différents travaux qui ont été publiés sur cette question. Alors, ces travaux, on peut considérer qu'ils occupent une place marginale dans le travail de Saussure, qui est plutôt consacré à la linguistique indo-européenne et à la grammaire comparée. Ils occupent une place marginale puisqu'ils ne débouchent sur aucune publication, à l'exception d'un simple compte-rendu dans le bulletin de la Société de linguistique de Paris, mais d'un point de vue quantitatif, il constitue tout de même environ 30% des manuscrits autographes de Saussure aujourd'hui conservés, et ça vaut la peine qu'on s'y intéresse. Alors, ces manuscrits donc, ont une place quantitativement non négligeable parmi les écrits autographes de Saussure, mais surtout, ils dessinent un parcours de recherche qui est cohérent et qui court sur plus de 20 ans. Puisque entre les 5 recherches que je viens d'évoquer, les échos ne manquent pas. Les travaux sur la métrique du saturnien, du Veda et sur les anagrammes sont inextricablement liés, puisque la recherche des anagrammes en fait, découle directement de l'hypothèse sur la métrique du saturnien, et les travaux sur la vérification de la parité phonique dans le Veda est poursuivi même après l'abandon de l'hypothèse anagrammatique. De la même manière, on trouve dans les cahiers d'anagrammes de fréquents échos aux notes sur la versification française. Et enfin, la recherche la plus ancienne, celle sur la diérèse, la fin de mot chez Homère, Saussure en fait mention pour la seule fois dans ses écrits en juillet 1906, c'est-à-dire au moment où il élabore l'hypothèse anagrammatique. Et donc, si Saussure se souvient à ce moment-là de sa recherche de 1888-1889, c'est que les 2 recherches de régularité dans le vers présentent plusieurs similitudes. Et de fait, on peut distinguer 2 constantes majeures entre les différents travaux de Saussure que je viens d'évoquer. La première, elle touche au recours systématique, on a pu s'en rendre compte, à la méthode quantitative. C'est la statistique qui fonde les résultats de la recherche sur la fin de mot chez Homère, puisque la statistique des différentes DRS qui est établie sur le dépouillement exhaustif à la main du corpus déterminé, c'est-à-dire 28 000 vers de l'Iliade et de l'Odyssée, cette statistique étaye la présomption de proportions métriques inapparentes dans chaque champ des poèmes. Saussure vante les mérites de cette méthode dans un brouillon de lettres à un de ses collègues, Jean Psicari, qui félicite son fils qui vient de publier un index raisonné de la mythologie d'Horace. Il le félicite d'avoir employé cette méthode statistique, à même, écrit-il, de lui conférer une position inexpugnable. C'est ce qu'il écrit, hein. Il est bien difficile après Anatole France de se mêler de le complimenter, puisqu'Anatole France a préfacé le livre. J'ose cependant dire qu'il y a quelque chose de réjouissant pour tout le monde à voir qu'un savant de la génération qui va venir commence par un travail de statistique, d'abord parce que cette méthode le mettra en peu de temps et sous tous les domaines qu'il abordera dans une position inexpugnable, et ensuite peut-être parce que nous avons le droit de dire que c'est vers cette méthode que nous tendions, ou que c'est cette méthode que nous préparions, nous les vieux, dans notre grand effort pour dégager les faits et les mettre à part de toute interprétation. Une telle confiance dans les données chiffrées se retrouve dans les recherches autour de 1906. Les explications qu'avance alors Saussure passent par des règlements arithmétiques internes aux vers, parité phonique, calcul des équilibres syllabiques, rattrapage de résidus impairs dans les vers suivants. La méthode, quel que soit le corpus analysé, est comparable. On peut confronter à titre d'exemple, plusieurs pages d'analyse, l'une que vous avez à gauche qui est consacrée à l'étude des poèmes vous le voyez, de Voltaire et de Parny, celle de droite à une inscription sur le vers saturnien et ici une page sur la strophe du Rig Veda. L'analyse procède à chaque fois, vous le voyez, par un inventaire phonologique détaillé dont les résultats sont comparés au niveau des grandes classes phonétiques. Alors,
pour les manuscrits sur le Parni et l'inscription saturnienne, c'est au niveau des points d'articulation des voyelles, vous le voyez, et pour la strophe védique, c'est au niveau des différentes classes de consonnes, occlusives, spirantes, liquides, nasales. Dans tous les cas, la comptabilité vise à établir une régularité de distribution des phonèmes dans le vers. On ne s'étonnera pas donc que Saussure, auquel un savant reprochait de faire de la linguistique avec une règle et un compas après l'apparition du mémoire, fonde son approche scientifique du fait poétique sur la mise au jour de rapports quantitatifs. Le second point commun entre toutes les recherches poétiques de Saussure, il est d'ordre épistémologique, puisque tout témoigne d'un intérêt central pour les questions de métrique verbale. Saussure place en effet au cœur de ses recherches une unité, le mot, dont le rôle et la place dans le vers sont appréhendés comme un des principes structurants de la création poétique. Une note conservée dans les manuscrits sur la versification française rend bien compte de ce positionnement. La voici sa transcription. Oubliée pour la plupart, la métrique est un compte en partie double et la clarté de la métrique dépend uniquement de la conséquence avec laquelle on observe cette vérité. Il y a un schéma métrique à réaliser, chose abstraite. Il y a d'autre part des mots concrets qui se prêtent plus ou moins à entrer dans ce schéma. La question est depuis le commencement de savoir dans quelle position se trouvent les mots vis-à-vis d'un vers. Car s'il n'y avait pas cette question, cela prouverait qu'en alignant les mots d'une manière quelconque, on tombe toujours sur un schéma métrique et qu'il n'y a donc ni difficulté à faire un vers, ni intérêt. À la réalisation de ces mots concrets dans le schéma métrique d'un vers, Saussure donne parfois le nom dans ses manuscrits de schéma verbal. Ce concept constitue le véritable fil conducteur entre tous ces travaux de poétique. L'attention portée à l'interaction entre le schéma métrique et la répartition des unités linguistiques s'y manifeste à des degrés divers. Elle est fondamentale dans le cadre de la recherche sur la versification homérique de 1888-89, en posant, je cite le compte-rendu des BSL, qu'a rédigé Saussure, qu'il faudrait, selon lui, reconnaître une valeur à la fin de mot. Saussure procède bel et bien à un travail de métrique verbale, et en cela, son travail précède d'une cinquantaine d'années les découvertes majeures sur la structure verbale de l'hexamètre dactylique qui seront effectuées par le même principe par O'Neill en 1942. Plus tard, lorsqu'il compare les mérites respectifs des explications quantitatives et accentuelles du vers saturnien, Saussure accorde également une grande importance à l'articulation entre schéma abstrait et schéma concret du vers. On peut se reporter à ce passage d'un des manuscrits sur le saturnien. Si l'on applique, faute de meilleurs termes, le nom de schéma verbal à la manière dont un vers se décompose par nom et non par pied, et aux figures vocales, qui est un terme qu'on retrouve dans les manuscrits des sens doubles, qui le constituent, pour rester dans le même emploi un peu abusif et déplaisant de Werboom ou du français verbal, il n'y a pas de vers qui, plus que le saturnien, se prête immédiatement à l'établissement d'un certain schéma verbal, souffrant très peu de variations dans l'ensemble des exemples. Pourquoi l'on ne partirait pas de cette base toute simple en profitant d'un privilège du vers saturnien qui, accidentel ou non, nous est offert? C'est ce qu'il est difficile de voir. J'estime qu'il n'y a pas moins de 3 raisons, aussi excellentes les unes que les autres, pour aborder le saturnien par son schéma verbal et pour ne pas l'aborder autrement. Mais c'est surtout avec la théorie anagrammatique que le paramètre verbal des analyses poétiques de Saussure se fait le plus patent, puisque le mot thème remplace, avec l'hypothèse anagrammatique, la parité phonique comme principe de composition poétique. Et dans ce cadre-là, la structure du vers est déterminée par ce que Saussure appelle le thème, le plus souvent un mot, qui est représenté dans le vers ou dans son entourage textuel. Une pièce poétique n'est plus dès lors considérée comme un total phonétique régi par des lois d'équilibre interne, comme dans les manuscrits de comptabilité phonique, mais comme un réseau d'échos à une unité lexicale donnée. Par conséquent, les analyses développées dans les cahiers d'anagramme ne prennent plus pour base le vers ou le groupe de vers pris dans sa totalité, comme c'était dans le cas dans les manuscrits de description des phonèmes, mais ça devient la base
la base devient les unités lexicales ou les groupes d'unités lexicales qu'ils composent. Ce changement d'approche qu'implique l'hypothèse du motème est perceptible, par exemple, dans un exemple d'analyse anagrammatique. Ici, vous avez une analyse anagrammatique d'un passage de Platon. La recherche des groupes phonétiques communs au vers et au motème, ici le motème c'est souligné en rouge, c'est la kédaimon, s'opère par l'examen successif de groupes lexicaux qui sont, vous le voyez, encadrés en bas, Legontai, Mennoun, Megiston, Kai-Megiston, etc. Chaque groupe syntagmatique que le linguiste encadre est suivi en bas du manuscrit par un signe d'égalité de ses affinités phonétiques avec le thème présumé qui est la kédaimon. En cela, l'anagramme s'inscrit bien dans ce prisme verbal qui dessine, avec la confiance accordée en la méthode quantitative, l'une des deux lignes de force des différents travaux poétiques de Ferdinand de Saussure. Alors, entre les différentes recherches sur la poésie menées par Saussure, le point de contact ne sont pas que d'ordre méthodologique ou épistémologique, puisque l'entreprise saussurienne ne se limite pas à l'étude de traditions poétiques spécifiques à chaque langue, mais elle établit entre elles des essais de comparaison. Elle s'inscrit de ce point de vue dans le périmètre de ce qu'on appelle aujourd'hui la poétique comparée. On s'accorde pour situer en 1853 avec l'article fondateur d'Aldabert Kuhn l'émergence de ce champ de recherche et l'hypothèse constituante d'une langue poétique indo-européenne. L'article de Kuhn, qui était consacré au présent nasal en sanskrit, que par parenthèse Saussure cite dans le mémoire, signale la correspondance entre deux formules attestées, l'une dans le Rig Veda et l'autre dans les poèmes homériques, qui signifient tous les deux une gloire immortelle. Et cette remarque, qui est incidente dans l'article, est d'une grande portée car elle fait se correspondre non pas deux formes linguistiques, mais deux groupes syntaxiques, deux syntagmes nominaux constitués d'un nom et de son épithète, soulevant par là même l'hypothèse de l'existence au stade du proto-indo-européen de tournures poétiques dont la poésie sanscrite, grecque et peut-être d'autres langues auraient hérité. L'équivalence posée par Kuhn va ouvrir la voie à la recherche d'autres correspondances phraséologiques dans un nombre croissant de langues, d'abord entre le sanskrit et le grec, c'est le travail que va faire Meillet, puis plus récemment Gregory Nedge. Puis la comparaison va s'élargir aux langues iraniennes, aux langues slaves avec Jacobson, aux langues celtiques avec Watkins, aux langues sémitiques, italiques, etc. Ces comparaisons phraséologiques vont donner corps, avec le concept de formule, à d'importantes découvertes sur les mécanismes de composition dans les poésies archaïques. Dans le domaine de la comparaison métrique, les premiers travaux qu'on peut établir sont notamment ceux de Westphal en 1860 et ceux d'Usner en 87 et évidemment de Meillet au début du siècle. Or, c'est aussi dans ce domaine que se situent de manière contemporaine des travaux jusque-là méconnus de Saussure qui portent sur la comparaison de maîtres. Il en parle dans une lettre à Charles Bailly. Voici ce qu'il écrit. Dans quelle conversation, je crois vous avoir dit longtemps avant de m'occuper du sartyrien que j'étais assez frappé des rapports comme schéma métrique entre l'indécasyllabe lesbien et le Trishtub indécasyllabe védique. Et il ajoute un peu plus loin quelques précisions sur son travail, toujours dans la même lettre. Au point de vue métrique, il y a certaines formes métriques de l'Eda et le vers lesbien ou hindou indécasyllabe, des coïncidences dont je crois vous avoir parlé également et dont j'ai fait il y a 2 ans un relevé assez complet. Mais j'hésite à y attacher de l'importance parce que les syncopes linguistiques forceraient à supposer que le maître s'était transmis comme un schéma abstrait hors de vers sévant de modèles. Ce relevé assez complet dont parle Saussure dans sa lettre n'est pas parvenu jusqu'à nous, il n'est pas présent dans les manuscrits de Saussure. Ce qu'on trouve dans les manuscrits autographes qui sont conservés à la bibliothèque de Genève et qui semblent s'y rattacher, ce sont 3 feuillets qui sont réunis dans une enveloppe sur laquelle Saussure a écrit « vers indosaphique ne neglegatur ». Si ce document donc, ne représente qu'un fragment de la somme des manuscrits du
du travail qui a dû nécessiter un relevé assez complet, il donne déjà un bon aperçu du cadre de travail de Saussure. Le linguiste, dans ces 3 feuillets, étudie les coïncidences entre 2 vers strophiques, l'un sanskrit, le Trishtup du Vega, qui est un vers qui se compose de 4 syllabes de 11 syllabes, 4 vers de 11 syllabes, et l'autre grec, qui sont les strophes saphiques et alcaïques, qui comptent aussi un vers de 11 syllabes, qui est l'endécasyllabe lesbien. Le premier feuillet de ces 3 pages est particulièrement instructif sur la position de Saussure face aux problèmes théoriques que pose la métrique comparée. Je vais donc me concentrer sur cette première page. Voici ce qu'écrit Saussure. Alors, il y a un faux départ au début, hein, comme fréquemment dans les manuscrits de Saussure. Je suis excessivement métrique, sceptique, il le barre. Une métrique comparée ne pourrait dépendre que d'une métrique historique qui aurait elle-même à justifier ses méthodes, à les éclairer. Je suis. Bien des essais de métrique historique ont été faits sans que les auteurs, chose curieuse, sentissent seulement le besoin de dire si le véhicule de la forme métrique est pour eux dans le schéma métrique transmission ésotérique ou dans les mots qui remplissent à un moment donné un schéma métrique, puis ne le remplissent, puis par suite du changement linguistique, créeraient automatiquement un nouveau schème indépendant de la volonté des poètes. Il y a là matière non seulement à une nouvelle espèce de discussion, mais à un nouvel ordre de recherche extrêmement compliqué et incertain. De plus, destitué d'avance du critère de la certitude ou de la probabilité. Toutefois, voyant une coïncidence aussi complète que celle de la Trishtup védique avec le plus ancien maître grec lyrique, décasyllabe, je crois qu'elle peut être signalée sans danger et que nous ayons à formuler immédiatement une conclusion sur la parenté généalogique possible. Toute la métrique védique, à la différence de la métrique grecque, se lie au nombre des syllabes et au nombre de syllabes indépendamment de la valeur métrique. C'est ainsi que le texte s'interrompt. Alors, on retrouve dans les premiers paragraphes adressé aux métriciens le même reproche d'inconsistance épistémologique que Saussure adresse aux linguistes de son temps. Les 2 critiques se rejoignent dans une même dénonciation d'une insuffisante réflexion sur l'entité, qu'elle soit linguistique ou qu'elle soit métrique. Face à une appréhension positiviste de l'entité comme donnée de l'expérience ou de l'observation, Saussure appréhende, on le sait, l'entité comme une construction élaborée par un point de vue adopté. Faute d'une définition réflexive de leur point de vue, les métriciens, comme les linguistes, ont créé des fantômes auxquels ils se sont attachés, pour reprendre une expression qu'utilise Saussure dans le 2e cours de linguistique générale. C'est le même mécanisme que dénonce ici dans le premier paragraphe Saussure. Les lacunes de la métrique historique, et ici c'est Hermann Usner qui est particulièrement visé, sont imputées à la confusion des points de vue concernant ce qu'il appelle la forme métrique. Selon que l'on conçoive le maître comme un schéma métrique abstrait ou comme les mots qui remplissent à un moment donné un schéma métrique, c'est-à-dire le schéma verbal, le problème de sa transmission change du tout au tout. En somme, avant de fonder une métrique comparée, il faudrait, pour reprendre la formule de Saussure qui est célèbre, montrer quelle espèce d'objet est le maître en général. Le scepticisme de Saussure sur les fondements épistémologiques d'une métrique comparée ne l'empêche pas de relever dans le dernier paragraphe la coïncidence entre le vers de Trishtup, du sanskrit, et l'endécasyllabe lesbien. Il s'abstient toutefois de conclure à une origine commune des 2 maîtres, vraisemblablement pour 2 raisons. La première, elle tient à la différence de taille qu'il observe dans la fin du paragraphe entre la versification du sanskrit et celle du grec. Si elles sont toutes 2 quantitatives, la métrique du Veda repose sur des nombres de syllabes fixes, alors que certains vers grecs tolèrent ce qu'il appelle le redoublement, le dédoublement, c'est-à-dire la possibilité qu'à certaines positions, 2 syllabes brèves équivalent à une syllabe longue. Ce dédoublement possible dans la métrique grecque induit pour certains verbes, pour certains maîtres, un nombre variable de syllabes. Ainsi, l'hexamètre dactylique, qui est le vers de l'Iliade et de l'Odyssée, oscille entre 12 et 17 syllabes, alors que les principaux maîtres employés par le Rig Veda présentent toujours le même nombre de syllabes fixes.
La seconde raison plus fondamentale de la prudence saussurienne, vis-à-vis de la comparaison métrique, tient à la conviction qu'une approche historique d'un maître est indissociable des formes linguistiques qui le réalisent. La reconstitution d'un maître commun à plusieurs langues se heurte alors aux propriétés prosodiques de chaque langue, spécifiques et changeantes dans le temps, ce qui explique que Saussure répugne à supposer, comme il l'écrit à Bailly, que le maître s'était transmis comme un schéma abstrait, hors de vers servant de modèle. La prudence de Saussure sur la question de la comparaison métrique ne l'empêche pas de formuler, au moment où il travaille sur le vers saturnien en 1906, des hypothèses en matière de poétique indo-européenne qui dépassent le cadre strict de la versification. Avec l'anagramme, en effet, il postule un principe de composition qui serait commun à au moins 4 grandes traditions poétiques, sanscrite, grecque, latine et germanique. Il défend cette position en 1907 dans un texte d'une vingtaine de pages qui s'intitule « Un premier cahier à lire préliminairement », où l'on trouve cette affirmation qui est fondamentale pour Saussure. J'affirme en effet, comme étant ma thèse dès ici, il le souligne, que le poète se livrait et avait pour ordinaire métier de se livrer à l'analyse phonique des mots, que cette science de la forme vocale des mots qui faisait probablement dès les plus anciens temps indo-européens la supériorité, la qualité particulière des cavis, des hindous, du vatès des latins, etc. Cette thèse a été redécouverte et saluée par plusieurs grands noms de la poétique comparée, a posteriori, Vladimir Toporov en 81, Françoise Bader, Calvert Watkins dans son livre très important sur la poétique comparée indo-européenne. Car évidemment, cette thèse rejoignait leur découverte sur les jeux phonologiques savants, allitération, palindrome, figures étymologiques qui structurent les plus anciens textes des langues indo-européennes. En cela, les recherches récentes s'accordent avec la thèse saussurienne d'une poésie savante, faite, comme l'écrit Millet, par des gens du métier. Alors, j'en viens à la conclusion. Pour conclure en quelques mots, on peut dire que les recherches de Saussure sur le vers reposent sur la même démarche inductive qui est à l'œuvre dans sa linguistique générale. En effet, Saussure ne part pas de catégories générales, la langue poétique, le vers, le maître, mais il part des textes poétiques attestés dans différentes langues indo-européennes. En cela, sa démarche sur les textes poétiques s'inscrit dans le paradigme de la grammaire comparée. La démarche de Saussure vis-à-vis des textes poétiques rencontre d'ailleurs d'autres échos avec sa démarche de linguiste. Les manuscrits poétiques donnent certes une épaisseur nouvelle à certaines notions, par exemple au couple concret-abstrait, qui joue, on sait, un rôle considérable dans ces cours de linguistique générale, mais bien plus, il procède d'une même attitude réflexive sur les fondements épistémologiques de la linguistique, comme ceux de la poétique comparée. Saussure envisage la comparaison métrique et poétique, mais surtout il soumet ses méthodes à un scepticisme de principe, et c'est ce qui fait à mon avis son intérêt, et notamment dans un texte, et je voudrais conclure là-dessus, sur le début de ce passage. Voici ce qu'écrit Saussure: « Il ne faut jamais s'emballer, qu'on me passe ce terme, sur une ressemblance métrique et l'état d'esprit qui convient à l'égard de tous les rapprochements métriques sans exception. Ça doit être celui d'un scepticisme, pour ainsi dire, absolu, tant il est facile de faire entrer toute patte métrique dans un moule ou dans un autre. » Précisément, l'un des enjeux des recherches saussuriennes est de montrer que la matérialité verbale des poèmes n'est pas une pâte métrique à verser dans un moule, mais le résultat d'une distribution phonémique élaborée, objet d'une ancestrale science de la forme vocale des mots, pour reprendre son expression. Je vous remercie de votre attention. Merci.